Très bien. Bien, alors donc moi, je vais faire ma partie. Je vais essayer de faire un tour d'horizon, comme tout le monde, un petit peu sur l'évolution de la Covid. Et ensuite, je parlerai plus de l'enfant. Et pour finir, des questions qu'on se pose sur la vaccination. Donc, comme tout le monde, je vais donner les chiffres les plus récents du 4 décembre, dans lesquels on voit que pour l'instant, on a 208 245 cas cumulés, confirmés par PCR. Et dans ces 208 000 cas, on voit que l'impact pédiatrique est faible puisque le total des enfants est légèrement au-dessus de 5%. Comme tout ce qui nous a été montré, on a l'impression que c'est une superposition de courbes parce qu'on retrouve exactement les mêmes vagues, les mêmes 3 vagues, avec ici le nombre de cas enregistrés par semaine. Vous voyez que c'est des cas les pics n'ont jamais été très élevés, 10 000 ici. Actuellement, sur la fin, on est à peu près à 320 cas. Et puis, en termes de décès, le nombre de décès cumulés est de un peu plus de 6 000 et une part de l'enfant très, très faible dans ces cas de décès par la Covid. Les trois courbes, les 3 vagues successives montrent bien que c'est la dernière vague qui a été la plus importante, cette dernière vague qui a eu lieu entre juillet et août, un peu comme ce qui s'est passé en Tunisie, en Mauritanie. Et on voit bien que c'est la vague qui a été la plus ample, puisqu'il y a eu vraiment un grand nombre de cas. Alors, nous, en termes de déclaration et en termes de notification, seuls, évidemment, les cas confirmés par PCR sont déclarés, mais comme vous pouvez le constater sur ces courbes, au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie, l'accès à la PCR a été plus important, mais au début de la pandémie, on avait peu de confirmations par les PCR et le diagnostic et le traitement, surtout des patients, étaient basés à la fois sur ces infections confirmées, mais également sur des aspects cliniques compatibles et en particulier l'imagerie a joué un rôle important. Et puis au fur et à mesure, l'accès à la PCR a été plus important et pratiquement actuellement, entre PCR et antigène viral, on a un accès plus facile à la confirmation du nombre de cas. Néanmoins, on pense qu'il y a une sous-estimation réelle du nombre de cas déclarés du fait simplement de l'accès moins important, on va dire, à la PCR, puisque même l'antigène viral positif n'est pas comptabilisé comme un cas que l'on va déclarer et notifier systématiquement. Donc voilà, la dernière vague, c'était comme je le disais au mois de juillet, l'apparition des différents variants au cours de l'évolution et à partir du mois d'août, pratiquement, le variant Delta, comme tout dans le monde, est devenu le variant prédominant avec plus de 92% des contaminations dues à ce variant et de plus en plus un pourcentage de positivité des PCR qui est augmenté. Alors, l'évolution la plus récente, les 4 dernières semaines, bien, on est, après une petite accalmie, après la 3e vague, on est sur la voie de, je pense, qui va être une nouvelle poussée, puisque sur les 4 dernières semaines, on enregistre plus 72% de cas de Covid et plus 69% de cas de décès, ce qui veut dire que nous sommes réellement au début de cette pandémie. Alors, le variant, le dernier mutant Omicron, pour l'instant, n'a pas pointé son nez en Algérie, mais je suis convaincue que c'est une question, j'allais dire, d'heures ou de jours, puisque on va voir, du fait de cette contagiosité importante, on ne sera sûrement pas épargné. Alors, en ce qui concerne la vaccination, eh bien, la vaccination contre la Covid, elle a été institutionnalisée par un arrêté dès le 25 janvier 2021 et la campagne a été lancée le 29 janvier 2021. Cette campagne, elle a été accompagnée par plusieurs sessions de formation, de visioconférences, des formateurs, des agents vaccinateurs. Et puis, on a eu une augmentation graduelle du nombre de sites de vaccination.
On a eu un déploiement progressif, évidemment, en fonction de l'approvisionnement en vaccins. Et comme vous le savez tous, l'accès aux vaccins a été tout à fait inéquitable pour des pays en Afrique par rapport aux pays occidentaux. Et donc, en fonction de cet approvisionnement qui s'est fait, j'allais dire très lentement, eh bien, bien sûr, on a eu les conséquences auxquelles il fallait s'attendre. Alors, comme nos collègues des autres pays du Maghreb, on a donc l'enregistrement de la vaccination s'est fait sur une plateforme et progressivement, on a élargi les sites de vaccination à toutes les structures de santé, les cabinets médicaux, les médecins généralistes, les pharmaciens. Et donc, on a essayé donc de faciliter tout au plus cette vaccination. Voici les vaccins qui sont autorisés en Algérie. Alors, comme les autres collègues, on a commencé avec le Spoutnik parce que c'était le seul qui était disponible à ce moment-là, mais très rapidement, on a eu les autres vaccins essentiellement d'AstraZeneca et puis les vaccins chinois, donc le Sinopharm et le Sinovac. Et depuis septembre 2021, on a le vaccin de Janssen, mais le problème, toujours en petite quantité. Alors évidemment, compte tenu de cet accès très limité au départ au vaccin, eh bien, il fallait bien entendu suivre les recommandations de l'OMS, c'est ce que nous avons fait, et nous avons priorisé les populations cibles en ciblant essentiellement les personnels de santé au départ, les personnels qui sont dans les structures pour des fonctions stratégiques, et puis les maladies chroniques et les personnes âgées. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution de la situation, actuellement, la vaccination est ouverte à tous les sujets de plus de 18 ans, puisque nous ne vaccinons pas les adolescents ni les enfants. Alors, voici ce que ça donne en termes d'utilisation. Si on part, et là, je pense qu'il faut qu'on parle le même langage, si on parle d'une population cible de 20 millions de personnes, c'est-à-dire les plus de 18 ans, et on a ciblé au départ une couverture vaccinale de 70%, eh bien, on a pour une première dose une couverture de seulement 33% et pour une deuxième dose de seulement 27%. On démarre la troisième dose là depuis depuis le mois de novembre, le début du mois de novembre, et nous avons actuellement 12 millions de doses qui ont été utilisées. Et pourtant, nous disposons de 27 millions de doses. Donc, nous avons pratiquement 15 millions de doses qui attendent, preneurs, puisque les personnes, on le sent, il y a une hésitation à la vaccination et cette vaccination continue à se faire à un rythme qui n'est pas celui qu'il devrait être. Alors, les difficultés sont liées à ce démarrage de la campagne de vaccination qui a été un déploiement lent à cause de l'accès limité au vaccin et à cause de la faible disponibilité. Et puis, comme l'a dit le collègue tunisien, avant le vaccin, tout le monde voulait le vaccin. Et une fois que le vaccin était là, après l'amélioration de la disponibilité, eh bien, l'hésitation est remontée à la surface, malgré, je dois dire, tous les efforts qui ont été faits, les sensibilisations, les campagnes, la multiplication des sites de vaccination et les renforcements réguliers par des campagnes médiatiques. Mais il faut avouer que Facebook et tous les réseaux sociaux sont beaucoup plus forts que nous dans ce domaine. Alors, on peut quand même signaler l'hésitation de la vaccination, en particulier dans les cibles prioritaires et en particulier dans le personnel soignant. Donc ça, c'est une question que j'aimerais échanger avec les collègues parce que, bien, malheureusement, en Algérie, il y a une hésitation vaccinale parmi le personnel soignant. Peut-être il y a eu un petit boost à la vaccination après la vague du mois d'août, parce que la vague du mois d'août, elle a bien déstabilisé les structures de santé et on a vécu, comme les collègues tunisiens, une période très difficile avec un accès difficile aux structures de santé, un accès à l'oxygène et donc ça a été une période qui a un petit peu mobilisé les gens.
Et puis, il y a aussi maintenant une hésitation du côté des personnels de l'éducation nationale. Donc, on parle de vacciner les enfants parce qu'on les soupçonne d'être les moteurs de la transmission dans les milieux scolaires, mais on ne fait aucune obligation au personnel de l'éducation. Et puis, à ce jour, donc, il n'y a pas en Algérie d'obligation vaccinale et pas la moindre ébauche de sanctions. J'ai voulu mettre ce tableau pour comparer ce qui a été dit par tous les collègues, et tous les chiffres que j'ai ici, j'ai regardé au fur et à mesure, sont tout à fait conformes à ce qui a été dit. Et donc, rapporté à la population, eh bien, on voit que quand même, il y a dans certains pays une mortalité qui est très importante. Par exemple, ce qui se passe en Afrique du Sud, avec une mortalité qui est très élevée et une couverture vaccinale qui est encore très faible. Et puis ensuite, dans nos différents pays, en fonction de la population globale, eh bien, certains sont plus ou moins ont davantage de cas cumulés, davantage de décès, et certainement que ici, la notification joue un rôle très très important dans toutes ces statistiques. Il faut essayer d'analyser en prenant en considération tous les paramètres qui peuvent être des facteurs de confusion. Pendant ce temps-là, la pandémie reprend de plus belle dans le monde et au 9 décembre, donc voilà, on n'imaginait pas au début de la pandémie qu'on atteindrait ces taux de mortalité, c'est énorme, donc 5 millions de décès. Et surtout, on n'aurait jamais imaginé qu'on serait capable de vacciner 8 milliards de personnes dans le monde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment extraordinaire dans cette pandémie. Alors, je le disais, l'Omicron, pour l'instant, qui commence à faire son apparition, qui s'est déjà bien répandu dans plusieurs régions du monde, et pour l'instant, qui n'est pas encore signalé chez nous. Donc, j'ai entendu le premier cas signalé en Tunisie, mais ni au Maroc, ni en Algérie, ni en Mauritanie. Donc, ce variant Omicron, ben, on a déjà beaucoup parlé de ce variant Omicron avec ce grand nombre de mutations et cette très grande transmissibilité, avec un R0 qui va être certainement bien au-dessus de celui du variant Delta, même si pour l'instant les nouvelles en ce qui concerne la sévérité sont plutôt rassurantes, mais attendons de voir. Alors chez l'enfant en Algérie, j'ai pris quelques études qui ont été faites, et là en particulier, j'ai une enquête rétrospective qui a pris 4 wilayas principales du centre, là où c'est généralement dans les grandes villes qu'on a eu le plus grand nombre de cas. Et vous voyez dans cette enquête, on a colligé 5303 cas, simplement pour vous montrer encore une fois que le jeune enfant, en particulier, ça c'est une information à ne pas prendre en considération, c'est des services de pédiatrie qui ont été pris et pas des services de néonat, mais en pédiatrie, on voit bien que c'est surtout l'adolescent de 12-18 ans et voire l'enfant au-delà de 6 ans qui sont les plus atteints. Et les enfants symptomatiques sont plus nombreux que les enfants asymptomatiques, mais ce sont des symptômes légers. Et donc, si on regarde en pourcentage ici, on voit bien que près de 70% des enfants touchés ont plus de 6 ans. La majorité d'entre eux donc, sont des enfants symptomatiques légers, dans 60%, 740 enfants hospitalisés, ce qui fait 14%. Parmi eux, on a eu 14 enfants qui avaient présenté donc, ce syndrome multisystémique, 1,6%. Et dans cette série, on a colligé 12 décès, donc une létalité qui est faible. C'est ce qui a été dit jusque-là et qui vient renforcer le fait que la COVID-19 chez l'enfant a un impact relativement peu important. Ici, une autre enquête maintenant dans un CHU, le CHU Mustapha où je travaille. Et le CHU Mustapha, c'est un centre de soins tertiaire, de niveau tertiaire. Et on a colligé sur la période près de 460 enfants qui étaient, là encore, on retrouve la même répartition, très peu de petits nourrissons, essentiellement des enfants de plus de 6 ans et des adolescents. Et dans la répartition en fonction de la symptomatologie,
on retrouve la même chose que dans cette enquête multicentrique, le nombre de formes asymptomatiques de un peu plus d'un tiers, presque les 2 tiers ou 50% de formes symptomatiques légères, et le nombre d'enfants hospitalisés ici de 10%, donc 48 enfants. Ces 48 enfants représentent à peu près 4% des hospitalisations qui ont été faites pendant la même période et ils représentent environ 11% des enfants qui ont été vus pour Covid. Voilà, la symptomatologie, c'est celle qui a été décrite partout, qui n'a rien de spécifique, qui est dominée par essentiellement des symptômes respiratoires digestifs. Si on regarde la répartition dans cette population, eh bien on a que dans la moitié des cas, c'est un syndrome de détresse respiratoire, un syndrome respiratoire. On a eu 9 PIMS dans cette série et 12 cas d'autres pathologies, en particulier neurologiques. On a eu des Guillain-Barré, ADEM, thrombose cérébrale, et on a eu des enfants qui avaient une pathologie hématologique. Et on a eu un certain nombre d'enfants qui se sont présentés avec une infection Covid et une cétose inaugurale. La comorbidité, je voulais vous montrer cette série parce que elle montre bien que pour un hôpital de soins tertiaires, évidemment, c'était les populations les plus fragiles qu'on allait retrouver là, d'autant que dans ce service, il y a à la fois un service d'oncologie et un service de pédiatrie générale. Et donc, parmi les enfants infectés par la Covid, on a eu 8 hémopathies malignes, des hémoglobinopathies, des déficits immunitaires et voilà, hépatopathies, des maladies rares. Ce qui est important de signaler, c'est que malheureusement, c'est cette comorbidité, eh bien, les enfants ont payé un lourd tribut puisque nous avons totalisé 10 décès dans cette série, mais ces décès sont survenus chez des enfants particulièrement fragiles, donc ces enfants hémopathie maligne, des enfants qui avaient un déficit immunitaire sévère et un enfant qui avait une maladie de Gaucher, mais avec une atteinte respiratoire initiale interstitielle très avancée. Et donc, bien sûr, on le voit bien, le taux de létalité de 2,3% dans cette série, mais surtout cette série, elle est liée au fait qu'il y a des facteurs de vulnérabilité importantes dans cette population. Alors, sur les activités de santé, tout le monde l'a dit, il y a une baisse importante de la vaccination, donc je vais passer plus rapidement. Nous, voici le calendrier vaccinal qui a été mis en place en 2016. C'est important de le signaler parce qu'on sait bien que lorsqu'on met en place un nouveau programme de vaccination, s'en suivent des perturbations, c'est ce qui s'est passé chez nous. Et les objectifs de ce programme de vaccination, c'était d'obtenir des taux de couverture vaccinale de plus de 95% pour tous les vaccins. C'est ce qui a été tenu assez bien jusqu'en 2017 et à partir de 2018, on a commencé à avoir des inquiétudes parce que on voyait les taux de couverture vaccinale baisser, en particulier pour l'anti-rougeoleux. Et cette baisse, ça, ce sont des estimations de l'OMS, mais ces estimations, elles ont été confirmées par des enquêtes. Et ça, c'est une enquête mixte de l'UNICEF, faite entre le ministère de la Santé et l'UNICEF, qui a montré qu'il y avait effectivement une baisse de la couverture vaccinale. C'est une enquête qui s'est terminée en avril 2019, donc avant la pandémie. Et donc, la question, c'est est-ce que la pandémie a aggravé ou va aggraver? Et partant de cela, dès le début, puisque vous voyez cette note ministérielle, cette instruction, parce que très vite, il y a eu une panique qui s'est mise en place et les parents ont déserté les centres de vaccination. Donc, il y a eu cette instruction du ministère de la Santé dès le 6 avril pour encourager et expliquer que la vaccination devait rester une priorité, que tous les centres de vaccination devaient rester ouverts et qu'il ne devait y avoir aucune collusion entre l'accueil des personnes Covid, l'accueil des personnes vaccinées, qu'il fallait sécuriser absolument le circuit. Eh bien, malgré cela, ce que vous pouvez constater sur les taux de couverture vaccinale de 2020, c'est que l'inquiétude est toujours là, avec des taux de couverture vaccinale qui sont particulièrement en baisse pour le vaccin anti-rougeoleux, mais aussi pour les vaccins de DTC3, la 3e prise. Donc, on a vraiment du souci à se faire. On a fait parallèlement dans le centre de vaccination de Mustapha, qui fait à peu près 5 à 6 000 vaccinations par an, une évolution dans le temps et on le voit parfaitement bien. Regardez la courbe de 2019 qui est là en bleu.
Bon, ça, c'est la période du mois d'août où on réduit les activités, mais elle est bien haute. Et puis, en 2020, en gris, on le voit ici, on a cette diminution de la vaccination des enfants. Et malheureusement, en 2020, on est là, cette diminution est importante et malheureusement, elle ne regrimpe pas vraiment, elle n'est pas retournée à son niveau initial, en tous les cas, en 2021. Et si on a regardé dans notre centre de vaccination, on voit bien que c'est encore l'anti-rougeoleux ici, vous le voyez, pour 2019, en 2020, on a une réduction de 45% pour la deuxième dose, qui est vraiment très important et qui confirme un petit peu les données que l'on a présentées avant. Donc, c'est une donnée mondiale, on le sait, c'est réellement une réalité. Interruption des services de vaccination avec un impact de la COVID qui a été très important. Donc, on a réagi parce que ce qu'il faut maintenant, c'est pouvoir dépister ces enfants qui ont un retard vaccinal et pouvoir rapidement faire des rattrapages. Des sessions de formation sur le rattrapage vaccinal ont été lancées par le ministère de la Santé tout le mois d'octobre et tout le mois de novembre. Et surtout, on a rappelé à tous les centres de vaccination que toute occasion de vacciner devait être saisie et qu'il fallait, même s'il le fallait faire plusieurs associations, parce qu'on n'a pas d'hexavalent chez nous, c'est ça qui a un peu déstabilisé les choses, de pouvoir faire 3 injections le même jour, ce qui n'est pas toujours facile à accepter, mais en général, les choses se font et ce n'est qu'à ce prix-là qu'on pourra faire un rattrapage vaccinal. Bien, alors maintenant sur les activités de pédiatrie, je vous montre ici les principaux services de pédiatrie dans la région centre, c'est-à-dire Alger et les environs d'Alger. Et on voit bien que globalement, en termes d'hospitalisation, certains services ont été plus touchés que d'autres, jusqu'à 50% de baisse des hospitalisations, et puis 21% dans l'ensemble. Si on regarde les consultations ici, tout venant, là, on est chez l'adulte et chez l'enfant, et on voit très bien qu'il y a une baisse de 41% des consultations spécialisées et de 27% de consultations aux urgences en raison de la peur des personnes de l'accès aux services, puisque tous les hôpitaux étaient des hôpitaux Covid, tous les hôpitaux ont eu une activité Covid. Toujours pour revenir sur Mustapha, on retrouve exactement la même chose. Regardez la courbe en gris, c'est franchement caricatural. Février, mars, les consultations aux urgences ont chuté totalement. Et puis, pour l'année 2021, ça reprend un peu plus élevé, mais on reste en deçà des taux d'hospitalisation habituels. Nous n'avons pas vu de cas de bronchiolite l'hiver dernier, nous n'avons pratiquement pas eu d'infection de gastro, on n'a pas eu de pneumonie, on n'a pratiquement rien eu. Mais là, depuis octobre 2021, comme cela a été déjà dit, de nouveau, la bronchiolite est de retour. Et donc, globalement, vous voyez que c'est vraiment les urgences pédiatriques qui ont été bien touchées, en tout cas au CHU Mustapha. Même tendance pour les consultations programmées. Ça n'a pas duré longtemps pour les consultations programmées parce que c'est des malades sévères, c'est des malades chroniques qui ne sont pas venus pendant les quelques mois après. On a fait de la télémédecine, mais puis ensuite qui sont revenus dans les consultations. Vous le voyez ici sur cette courbe en jaune. Voilà, avec une baisse globalement de 30% de ces consultations chroniques. Les hospitalisations, je l'ai dit encore, et pratiquement, on a eu cette réduction sur les hospitalisations de longue durée, mais moins sur les hospitalisations de jour, parce que l'hôpital de jour, c'est toutes ces pathologies chroniques qui ont besoin de recevoir leur substitution d'immunoglobuline ou leur traitement ou leur substitution d'enzymothérapie, donc ils reviennent. Sur l'activité scolaire, comme dans tous les pays, il y a eu la fermeture des établissements scolaires et puis reprise à partir de la rentrée 2020, mais avec des restrictions importantes puisqu'il y a dû avoir des réorganisations, y compris des doubles vacations, avoir classe un jour sur 2, avoir classe le matin et pas l'après-midi, soumettre les enseignants à faire l'enseignement 2 fois plutôt qu'une, aménager des horaires. Tout cela en essayant de maintenir les mesures barrières, une gageure, parce que dans le milieu scolaire, évidemment, ce n'est pas très facile. Et là, actuellement, on a avancé d'1 semaine les vacances d'hiver, qui auraient dû être vers le 20 décembre. Donc là, c'est avancé d'1 semaine. Les enfants sont actuellement en vacances.
pour essayer de lancer une campagne de vaccination du personnel éducatif qui jusque-là s'est montré assez réticent à la vaccination. Alors, on a beaucoup parlé de l'impact de la fermeture des écoles, mais je pense que cet impact, il n'est pas encore vraiment bien évalué et certainement que tous ces problèmes d'apprentissage ont été grandement aggravés dans les familles à faible niveau socio-économique. Donc, voilà, 21 mois de pandémie. L'impact, il est important sur l'activité hospitalière, sur la vaccination des enfants, sur les hospitalisations et sur la morbidité par Covid relativement peu importante chez l'enfant, à l'exception de la grande vulnérabilité de tous les enfants à risque et de toutes les maladies chroniques qu'ont ces enfants. Et c'est pourquoi, donc, on arrive, nous, maintenant, c'est maintenant que la réflexion sur la vaccination des enfants est en train de se faire. On est convaincu que les bénéfices individuels pour les enfants sont faibles, que les risques et que la sécurité des vaccins sont relativement, on va dire, il n'y a pas peu de risques, que la tolérance des vaccins, eh bien, même si on n'a pas encore de données très importantes, les signaux qu'on a, il n'y a pas de signaux d'inquiétude. On n'a pas tranché le rôle de l'enfant dans la transmission et on part du principe que bon, on va intégrer les enfants dans les populations à vacciner pour réduire cette transmission et pour obtenir un bénéfice collectif et augmenter la couverture vaccinale. Tout ceci peut être vrai et on l'entend parfaitement, mais à condition que les adultes soient complètement vaccinés et que la couverture vaccinale pour les populations adultes les plus vulnérables soit réellement une couverture vaccinale importante, ce qui est loin d'être le cas, en tout cas en Algérie et je pense aussi dans d'autres pays du Maghreb. Notre problème, c'est quelle tranche d'âge faut-il vacciner de façon indiscriminée toutes les tranches d'âge? On sait bien, les Chinois vaccinent à partir de 3 ans, les Cubains à partir de 2 ans, les Américains à partir de 5 ans, suivis par plusieurs autres pays. Mais y a-t-il un intérêt à vacciner de façon indiscriminée toutes ces tranches d'âge ou faut-il plutôt cibler certaines tranches d'âge? Alors, également hier, il y a eu une réunion du comité technique de vaccination avec le comité scientifique qui est toujours présidé en présence du ministre de la Santé et c'était une question qui était débattue. Tout le monde est d'accord sur le principe de vacciner l'enfant, en tout cas l'adolescent. Faut-il faire comme les Anglais, commencer par les enfants vulnérables ou faut-il aller d'emblée à tous les adolescents de 12 à 18 ans? Et ensuite, pour nous, se posera le problème du vaccin. Quel type de vaccin? Quel schéma? Donc, voilà les questions que j'avais pour vous. Donc, j'ai écouté attentivement Mohamed Bouskaoui qui nous a expliqué qu'au Maroc, donc 2/3 des adolescents sont vaccinés avec les vaccins chinois. Donc, voilà, je pense que c'est un point de discussion qui va être repris dans la discussion et je vous remercie.